Comment je vais pouvoir leur expliquer qu'un enfant a littéralement dynamité sa daronne? C'est compliqué. On va commencer par une autre. Imaginez que vous puissiez retirer tout l'argent que vous voulez à un distributeur automatique de billets et que personne ne s'en aperçoive. Et ce, durant des mois, voire indéfiniment. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à Dan Saunders. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve sur les petites anecdotes complètement folles. J'adore ça. Des histoires complètement farfelues que tout le monde adore, moi le premier. Et comme je vous le disais au début, pour cette première anecdote, je vais vous parler d'un type qui a été plutôt chanceux. Et je pense que vous aimeriez bien être à sa place. Bon, Dan Saunders, lui, c'est un barman qui gagne 22 $ de l'heure. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Donc tout se passe en Australie, et un soir, alors qu'il buvait avec ses potes dans la ville de Wangaratta, c'est pas un truc du marsupilami, c'est une ville en Australie, il va pour retirer de l'argent, sauf que le distributeur lui dit « Frérot, t'auras rien, t'es à sec sur ton compte ». C'est la voix des distributeurs automatiques de billets en Australie. Il fait donc une manip avec le distributeur pour se verser 200 balles de son épargne vers son compte courant. Sauf que la machine lui dit, au moment où il fait cette transaction annulée. Bon, c'est extrêmement chiant la voix du distributeur. Trouvant ça étrange de ne pas pouvoir se transférer de l'argent, il tente quand même de retirer l'argent et là, ça fonctionne. La machine lui donne 200 $. Bon, après, il retourne avec ses potes sans trop se poser de questions. En fin de soirée, en quittant ses amis, il repasse devant la machine et se dit, tiens, c'est quand même chelou, je vais retester. Et il se vire encore une fois 200 $. Encore une fois, transaction annulée, mais la machine lui donne quand même l'argent. Et c'est un petit peu à ce moment précis qu'il va s'enflammer. Il teste avec 500, puis 600 $, et ça fonctionne. Le lendemain, un peu dans le coltard de sa soirée précédente, il pense avoir rêvé, mais en regardant son portefeuille, il voit l'énorme liasse de bifetons qu'il avait accumulé la veille. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé avec cette machine? Et vous allez voir, c'est pas fini. Eh bien en fait, la machine lui faisait le transfert sur son compte courant de son épargne, mais ne ponctionnait pas son épargne. Entre 1h et 3h du matin, apparemment, il y avait un bug de serveur sur ce distributeur. En gros, le mec, il fabriquait littéralement de l'argent virtuel. Il passait de son épargne à son compte courant, sauf que la transaction se faisait, mais sans se faire réellement. Donc lui avait l'argent, mais c'était invisible. Il fabriquait de l'argent. Le lendemain, il fait la même, mais se fabrique 4000 $. Et ainsi de suite au fil des jours, ou plutôt des nuits. Quelques jours plus tard, et quelques manipulations de filou plus tard également, il va à la banque pour voir combien il a sur son compte. Et le banquier lui dit « Bonjour monsieur, vous avez 1 million de $ sur votre compte bancaire. » Le compte était visiblement suspect, parce qu'il y avait toujours des plus-moins à chaque ligne. Un genre de transfert un peu bizarre, mais personne s'est posé de questions dans la banque. Et là, il va complètement flamber. La vie de rêve. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il dit même que quand t'as beaucoup d'argent, les gens te parlent différemment. Jet privé, méga teuf, il paie même les frais universitaires de ses amis. Le gars paie les études de ses potes. En même temps, c'est gratuit. Bon, au bout de quelques mois, le stress finit quand même par le rattraper. Il a vraiment peur de se faire prendre et il y a de grandes chances que ça le rattrape. Angoissé comme Jaja, il appelle la banque et explique la combine. Il a même avec lui un sac de 80 000 $ en cash. Il propose directement au téléphone, au banquier qui est au bout du fil, de venir récupérer le sac de 90 000 balles. 80 000 balles. Là, le banquier, il hallucine. Il se dit, mais t'es fou, quoi. À ce moment-là, la banque lui dit que c'est très chaud pour lui et que ça relève de la police maintenant. Durant 2 ans, aucune nouvelle, rien, pas de police, pas de lettre de la banque. Sauf que Dan, lui, il en peut plus, il stresse tellement de se faire choper, il veut plus entendre parler de cette histoire. En fait, il supporte vraiment plus de vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il contacte donc tous les journaux pour raconter son histoire. Il veut se balancer, il en peut plus, il en a marre. Bon, la police finit par se mêler de l'histoire et il va prendre 1 an de prison. Mais le truc le plus marrant, c'est que dans l'interview, à la fin, il dit « Je pense que j'aurais dû finalement partir avec l'argent en Espagne. » Il a un petit peu regretté de s'être balancé. Franchement, est-ce qu'elle était pas complètement incroyable, cette première anecdote? Un peu longue, mais complètement folle. La suite. Alors celle-là, elle est atroce. On est en l'an 2000, le futur, les amis, dans une foire d'exposition d'art au Danemark. Et justement, sur un des stands, un artiste, ou plutôt un énorme méchant monsieur, a décidé de faire une expérience sociale, en quelque sorte. Un truc horrible. Il a mis à disposition sur son établi 10 mixeurs, vous savez, des classico-mixeurs comme vous pouvez avoir dans votre cuisine. Mais surtout, point important, il avait mis le bouton d'activation à disposition des gens qui passaient devant le stand. Et dans le mixeur, il y avait des poissons rouges. C'est-à-dire que le public qui passait avait le choix de broyer les pauvres bêtes ou non. Et visiblement, dans le public, il y a eu au moins un attardé qui a appuyé sur le bouton pour mixer les pauvres poissons. C'est
atroce. Bon, après, le directeur de l'exposition a eu des problèmes avec la justice et a pris des amendes pour cruauté envers les animaux. Bon, déjà, je me demande comment on peut accepter ce genre d'horreur en guise d'art. C'est pas de l'art, c'est juste du sadisme. Je propose de faire ça, mais avec le mec qui a utilisé les poissons rouges. C'est-à-dire qu'on prend le monsieur, on le met dans un grand mixeur et on laisse choisir, voilà, si les gens le broient ou pas. Le choix du public, c'est qui veut gagner des millions. Appelle un ami. Non. Moi, j'applique la loi du talion, la plus ancienne du monde. Œil pour œil, dent pour dent. Bon, là, c'est plutôt moulinex pour moulinex. Ah, celle-là, elle est incroyable, c'est la bonne vengeance des familles comme on l'apprécie. Il y a un type un jour, il s'est dit « Et si je montais le plus haut possible en Jeep pour battre un record ?» Eh bien, il l'a fait. Il a planté un panneau à 6646 mètres d'altitude avec marqué dessus « Parking seulement pour les Jeeps, tous les autres 4x4 ne peuvent pas venir ici de toute façon. » Il était là à se dire je suis le boss, j'ai une Jeep, tous les autres c'est de la merde. » Sauf que, eh oui, il y en a qui ont entendu parler de ce truc, ils étaient pas contents. Et notamment Suzuki. Mais oui, Jamy, c'est aussi à se demander si c'était pas un coup marketing de la marque Jeep, où littéralement Jeep a voulu caguer à la tronche de ses concurrents. Mais bon, ça, l'histoire ne nous le dit pas. Comme je vous l'ai dit, c'était sans compter sur Suzuki qui ne l'entendait pas de cette oreille. Suzuki n'était pas content. Et quand Suzuki n'est pas content, ça déménage. Putain, horrible. Muni d'un Suzuki Samurai, un défourailleur de records et de montagne est allé jusqu'à 6688 mètres. Et tout ça sur le même volcan. Du coup, il a dépassé la hauteur de la Jeep qui avait fait le record précédent. En montant ce volcan, le type avec son Suzuki Samurai a écrasé lamentablement le panneau de Jeep, l'a pris dans son coffre, a fait un feu avec et a cuit son cassoulet en haut du volcan. Alors le type en Suzuki, il a juste pris le panneau, il l'a enlevé quoi. Ce qui est incroyable, c'est qu'on peut sentir toute la haine dans cette compétition. À qui aura le meilleur 4x4 de ses morts? Et visiblement là, c'est Suzuki. Parce que chez Suzuki, arigato gozaimasu. Je sais que dire ça en japonais. Omae wa no shinderu. Nani. Celle-là, extrêmement courte, mais très stylée. Vous voyez ce bout de caillou? Eh bien, ce rocher date de Ramsès II. Il a 3200 ans. Et dessus, en fait, il y a écrit pourquoi certains travailleurs ne sont pas venus au boulot. Avec les noms, les dates et la raison de leur non-présence au travail. En fait, cette pierre, c'est le plus vieux carnet scolaire de l'histoire. C'est un genre de CPE de l'Égypte antique qui écrivait dessus comme ça avec un marteau et un burin. J'adore ça. Pierre de Rosette, pierre de Ramsès II, toutes les pierres, j'adore ça. J'en veux une. J'en aurais pas. Saviez-vous qu'il existait des bougies à oxygène? J'en veux une, comme la pierre de Rosette. En fait, c'est un système de secours pour respirer qui est utilisé dans les avions et les stations spatiales, ou même dans les refuges souterrains. Moi, je savais pas du tout que ça existait, ce genre de truc. C'est un peu dangereux, vous allez comprendre. En gros, c'est comme une bougie et grâce à une réaction chimique et thermique, elle va produire une énorme quantité d'oxygène très rapidement. En fait, il y a un mélange de chlorate de sodium et de peroxyde de barium avec de la poudre de fer à l'intérieur. Le chlorate de sodium, c'est lui qui va produire l'oxygène. La poudre de fer, elle brûle à 600 degrés, elle va décomposer le chlorate de sodium en oxygène justement. Par exemple, vous avez Mine Arc System qui produit ce genre de choses. Elle peut brûler entre 60 et 90 minutes et produire 2600 litres d'oxygène, ce qui correspond à 20 heures d'oxygène pour 4 personnes. Attention, hein, cette bougie là que vous allumez comme ça et qui chauffe à 6 ou 800 degrés, c'est vraiment le système ultime de dernier recours qu'il faut utiliser si vous pouvez plus respirer. Je vous dis ça comme si vous alliez le faire, tu sais. On sait jamais. Mais l'idée c'est vraiment, genre par exemple, t'es dans ta station spatiale. Voilà, imaginez, ça peut arriver à tout le monde. Il y a un trou, le système de respiration est en panne, les mecs allument littéralement une bougie, hein, voilà, bon, c'est plus une réaction chimique qui se passe hein, que d'allumer le feu. Et là, il y a masse oxygène qui va arriver et qui va permettre de survivre. Ou éventuellement de vous brûler littéralement entièrement. Alors, pour celle-ci, on est sur un grand malade. Le type voulait faire un record. Il en a fait 2. En mode énorme. Vous voyez ce que je veux dire? Vous reconnaissez la forme, là, comme ça, là. Vous sous-pesez, il y en a toujours une plus haute que l'autre. Quand vous marchez, ça fait comme ça, voilà. Bon, j'imite, hein. Déjà, ce mec se nomme Jean Boulet. Ça ne s'invente pas. Avec un combo de noms pareils, il ne pouvait que battre des records dans sa vie. Jean Boulet était pilote d'essai en chef dans l'aérospatiale. C'est-à-dire que piloter des engins de la mort, pour lui, bah, c'était son job. Et Jean Boulet, un bon matin, se dit, parce que Jean Boulet avait des bonnes idées. Et si je tentais d'aller le plus haut possible avec un hélicoptère? Du coup, un beau jour, non loin de Marseille,
Jean Boulet prend un SA-315 Lama, qui est cet hélicoptère que vous pouvez voir qui inspire pas du tout confiance. L'hélico est quasiment vidé de toute chose inutile pour alléger sa masse. On modifie également le moteur et même le réservoir de carburant. Jean Boulet porte quant à lui un masque à oxygène, c'est-à-dire qu'il va monter tellement haut qu'il sera impossible pour lui de respirer sans assistance. C'est un malade. Jean Boulet s'élance. 12 minutes plus tard, il est déjà à 11 km d'altitude. Je sais pas si vous vous rendez compte, 11 km de haut pour un hélico. C'est quasi la même hauteur que les avions de ligne. Genre toi, t'es dans ton 747 à destination de Mykonos, tu regardes par le hublot, tu vois Jean Boulet dans un hélico en carton mousse, hélico tuning, lui avec un masque à oxygène, tout est normal, il n'y a aucun problème. Il finit par atteindre les 12 km d'altitude avec son hélico. Il faisait moins 62 degrés et l'engin commençait à atteindre ses ultimes limites mécaniques. Et de manière très étonnante, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Arrivé à 12 km de haut, Jean Boulet réduit la puissance pour revenir sur le plancher des vaches. Sauf que le moteur, il n'était pas conçu du tout pour aller à 12 km de haut, c'est un hélico. Donc qu'est-ce qui se passe? Le moteur cale, le moteur s'arrête à 12 km de haut. Là, évidemment, Jean Boulet, petite sueur glacée, moins 62 degrés, je vous rappelle. Donc le mec a des stalactiques là, bon. Il est évidemment dans l'impossibilité de redémarrer, car dessus, il n'y avait pas de batterie ni de démarreur. Tout avait été retiré, je vous rappelle. Et là, il va commencer une manœuvre de secours en se mettant en auto-rotation. Alors qu'est-ce que c'est l'auto-rotation en hélico? Bah quand vous en êtes là, c'est que c'est pas bon. C'est-à-dire que le moteur ne fonctionne plus, et ce qui va faire tourner les pales de l'hélico, eh bien c'est le vent relatif. C'est un bateau à voile le truc, c'est-à-dire que c'est vraiment le vent qui fait tourner ton truc. Du coup, l'altitude est utilisée comme énergie potentielle et convertie en énergie cinétique. C'est entre la chute et la descente à ce moment-là, on sait pas trop. Mais en hélico, plus on est haut, plus les chances de s'en sortir sont hautes. Parce qu'en fait, vous augmentez l'énergie potentielle que vous avez avec la hauteur pour l'autorotation. C'est à peu près ça, hein. Voilà, les spécialistes de l'hélico, vous me direz, plus t'es haut, plus tu peux faire de l'autorotation et éventuellement viser un endroit un peu plus propice pour atterrir. Bref, Jean Boulet tombe à travers des couches nuageuses. Du coup, son pare-brise se glace à cause de l'humidité et du froid à cette hauteur. Là, le mec est en pseudo-chute libre, il ne voit plus rien, on se dit que c'est la fin. Eh ben pas du tout. Jean Boulet, c'est pas le genre de mec à se laisser enfiler par une chute de 12 km et un aveuglement total. Vous vous souvenez, le début, voilà, comme ça là. Il marche comme ça, Jean Boulet. Et par-dessus le marché, j'adore cette expression, il n'y avait aucun instrument également. Tout avait été retiré pour alléger l'engin. Jean Boulet sort donc sa tête par la porte pour se guider de visu. Il regarde comment le soleil tape sur les nuages pour se mettre en bonne position. Contexte, hein, non, parce que là c'est compliqué. Chute libre en hélico de 12 km, comme ça. Jean Boulet, rien, pas d'instrument. Plus de démarreur, pas de batterie, que dalle. C'est-à-dire que le mec, vraiment, c'est du char à voile. Hein. Jean Boulet sort la tête par la fenêtre pour guider son hélico qui tombe. Je sais pas quel genre de pilote c'est, mais c'est un génie. Mais vraiment, j'adore ce mec, je suis fan. Le mec est comme ça, je veux dire, dans les airs. Hein. 12 km comme ça, voilà. Il finit par atterrir sans trop de dommages, et pas si loin de l'endroit où il avait décollé. Il bat donc un record d'altitude en hélicoptère, et même sans le vouloir, un record pour l'atterrissage le plus haut sans moteur. Non mais ce mec c'est un demi-dieu, on est tous d'accord. Je vote pour qu'il soit président, je pense qu'il est décédé, il est un peu vieux. Ah peut-être pas, je sais pas. Bon Jean Boulet, si tu nous regardes, t'es le boss. Bon là c'est simple, efficace, et un petit peu glauque, mais je sais que vous adorez ça. John Graham, c'est un type qui n'aimait pas trop sa maman, visiblement. Embrouille sur embrouille, ils ne s'entendent vraiment pas. Et un jour, sa mère, elle doit prendre l'avion. John, son fils, place dans sa valise pour voyager 25 bâtons de dynamite avec un système de retardateur. C'est-à-dire qu'un fils place 25 bâtons de dynamite dans la valise de sa daronne. On en a parlé au début de cette vidéo, je sais pas si vous imaginez. Ça s'est vraiment produit. La maman de John prend donc l'avion avec à son bord plusieurs dizaines de passagers. La valise de la maman de John explose, détruisant l'avion et tout le monde à bord. Bon, dans l'article, les gens disent avoir vu comme une étoile filante dans le ciel en plein jour. Mais en fait, c'était John qui avait littéralement dynamité sa daronne, qu'il n'aimait pas trop. Je me demande vraiment comment on peut en arriver là. À la limite, tu pars vivre ailleurs. Tu mets pas de la nitroglycérine dans la valoche de la mama. En plus, les autres passagers, le personnel de bord, eux, ils avaient rien demandé. Vous savez, c'est ces gestes extrêmement égoïstes. Bon là, c'était en plus d'être égoïste, très sadique. Vous emportez plein de monde avec vous. Comme le mec à bord de l'avion, là, qui s'était craché avec tout le monde. Ce genre de truc, mais comment tu peux en arriver là? Ça fait peur. La question que je me pose aussi, c'est pourquoi 25 bâtons de dynamite? Un seul aurait suffi. Le gars voulait être sûr. Ça reste quand même très triste et très glauque, mais c'est des choses qui arrivent.
Alors celle-là est belle, hein, ça va un peu contrebalancer le truc d'avant. Tous les ans, à 15h le jour avant Noël en Suède, est diffusé un dessin animé Donald Duck de 1958. Et le titre c'est Donald Duck et ses amis vous souhaitent un joyeux Noël. Je vous l'ai dit, c'est différent de celle d'avant. Hein. Eh bien, c'est diffusé sur la chaîne principale suédoise. Faut savoir que les gens sont tellement friands de ce moment de l'année que durant la diffusion, on a constaté une chute de 30% de l'utilisation des données cellulaires en Suède, mais également 16% de moins d'appels pour les urgences. C'est-à-dire que Donald Duck sauve des vies. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Les amis, c'était quelques anecdotes incroyables. J'espère que vous aurez apprécié. Moi, j'adore faire ça. C'est vraiment une passion, ces anecdotes. Je vous fais évidemment plein de bisous d'ici là. Laissez les petits pouces en dessous de cette vidéo. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. On est bientôt 700 000 sur la chaîne. Incroyable. Je vous dis évidemment à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien d'ici là. Attention, je m'en vais. Au revoir. Pire fin de vidéo.